Dans ce nouvel épisode de Confidences de thérapeute, j'ai le très grand plaisir de vous recevoir dans ce lieu absolument incroyable, la bibliothèque du musée de l'outil à Troyes, pour rencontrer le président de la Société française de thérapie familiale. Il s'agit de l'immense Jacques Miermont. Alors sans plus attendre, je lui laisse mon fauteuil tout de suite et on commence par la première question que je lui ai posée, qui a rapport aux raisons qui l'ont conduit vers un métier de thérapeute. J'ai eu une adolescence avec quelque chose de très, très critique dans les choix de vie, enfin de projet de vie. J'ai quand même hésité entre la musique, parce que j'ai fait du piano très jeune. Ma mère m'amenait toutes les semaines à la leçon de piano à 35 km de là où je suis né. Ça a été une immense découverte. Enfin, j'ai continué à faire du piano toute ma vie. Et puis, pour dire les choses, mon père était dentiste. Il voulait que quelqu'un de la famille prenne le relais. Moi, je n'avais pas du tout envie d'être dentiste. Je pourrais expliquer ça un autre jour, parce que ça participe d'un mythe familial où il fallait qu'il y ait des transmissions de la dentisterie. Voilà. Mais pour dire que la transmission directe était interdite ou sinon très dangereuse, enfin pour faire vite. Et j'ai quand même eu le choix de continuer la médecine. Je n'avais pas une vocation de médecin à proprement parler. Mais j'ai préféré faire la médecine et je me suis dit que je faisais la médecine pour devenir psychanalyste. En janvier 68, c'est-à-dire 6 mois avant, il y a eu un happening musical à Clermont-Ferrand, ce qui fait que là, on a fait toute une sorte d'inventaire de la musique contemporaine avec des jeunes compositeurs français, 2 jeunes compositeurs français. Et ce qui fait que tous les examens, tous les concours pour la 3e année de médecine ont été reportés à septembre. Ce qui m'a bien arrangé parce que je ratais toujours juin. Mais du coup, j'ai terminé la médecine. Et puis j'ai fait la psychiatrie, et puis j'ai fait 7 ans de psychanalyse. Puis j'ai découvert le champ de la psychiatrie, et plus je me suis dit que la psychanalyse ne pouvait pas rendre compte de tout, et surtout de la manière dont on pouvait être aidé sur le terrain de la pathologie lourde, enfin, que j'ai beaucoup investi, qui m'a beaucoup travaillé. J'étais praticien hospitalier à temps partiel. Et ça m'a permis de concevoir une façon d'être avec à la fois les patients, les familles et les équipes. Ça m'a permis de découvrir plein de choses. Voilà. Et quelles sont les personnes comme ça qui ont été significatives dans ton parcours, les gens qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont apporté beaucoup dans ta pratique de psychiatre et de psychothérapeute? Alors, il y en a beaucoup. Alors, des personnes que j'ai rencontrées en chair et en os, hein, je t'en ai cité quelques-unes. J'ai travaillé dans le service du professeur Jean-Jacques Duché, avec Daniel Didlecher. Bon, je ne suis pas lacanien, hein, mais je me suis beaucoup intéressé quand même à toute la littérature psychanalytique, mais avec très vite un intérêt pour l'éthologie et les rapports entre l'éthologie animale et humaine. Enfin, voilà. Et j'ai fait un mémoire de psychiatrie sur l'observation d'un enfant qui avait été élevé en contact très étroit avec une guenon. Il se comportait comme un petit animal, il marchait à 4 pattes, il n'avait que quelques mots choisis dans son répertoire de langue humaine, salaud, pédé, Okay. comme ça. Il avait quel âge à peu près? 6 ans. Je l'ai suivi pendant de nombreuses années. J'avais fait tout un travail de suivi comme ça. Et donc ça m'a beaucoup intéressé. J'ai cru même pouvoir, au travers de recoupements et tout, imaginer l'espèce de singe dont il s'agissait, vraisemblablement un Erythrocebus patas d'Afrique, dont les femelles ont un comportement maternel très développé.
Et il était l'avant-dernier d'une fratrie dans une famille de ferrailleurs où la maman était très alcoolisée et on lui avait retiré tous les aînés. Il restait les deux petits derniers qui ont été en partie élevés par des singes, deux singes différents d'ailleurs. Voilà. Ensuite, dans mon parcours, ma psychanalyste, qui était membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris, m'a beaucoup apporté. Et puis ensuite, Ziggy Hirsch, ça a été vraiment la personne qui m'a vraiment révélé quelque chose. C'était une mutation, enfin, la façon dont Ziggy pouvait aborder les situations, les personnes, et entre autres la façon dont il a conçu cette formation, cette supervision, ça m'a énormément aidé. Voilà. C'est à travers lui que tu as découvert ou tu es plus allé vers la thérapie familiale ou ça datait d'avant? Quand est-ce que tu as commencé à travailler avec les familles? Très très vite, c'est-à-dire le vent a soufflé un peu après tous les autres pays européens. Mais je me suis rendu compte que quand on recevait un patient et ses proches avec des membres de l'équipe, ça changeait le travail. Et qu'il pouvait y avoir une requalification partagée entre la famille et les équipes. C'est-à-dire, c'est pas à sens unique. Je pense que ça permettait de voir que quand il y avait rechute, entre guillemets, ça n'était pas la répétition du même. C'est-à-dire il y avait des évolutions dans la façon même dont la réhospitalisation pouvait intervenir. Alors ça m'a passionné de voir que ce qui finit par être figé dans des diagnostics photographiques prenait une dimension dynamique dans tous les phénomènes relationnels entre le patient et son environnement. J'ai navigué entre l'éthologie, l'écologie évolutive, comme dans Thierry Laudet, qui est un évolutionniste naturaliste universitaire à Rennes, je crois. J'aime bien sa vision de l'humain dans les contextes à la fois végétaux et animaux. Donc l'écologie, l'éthologie et l'anthropologie. Enfin, ça c'est des choses qui m'ont aidé, continuent à m'aider. Enfin, Et au carrefour du coup de ces différentes disciplines et de toute l'expérience qui est la tienne, si tu devais dire un petit peu qu'est-ce qui est pour toi l'essence de la thérapie? Une thérapie au fond c'est quoi? Comment est-ce que tu pourrais répondre à ça? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans la compréhension de ce qui peut se passer en thérapie. Enfin, je pense qu'il y a plein d'antécédents dans le monde animal. Hein. Les animaux ont développé aussi des stratégies pour venir en aide aux... Bon, pas de la manière dont nous le faisons. Enfin, pour moi, il y a sans doute des paramètres fondamentaux qui est le fait d'assurer un sentiment de sécurité, de confiance, d'attention, d'empathie, de respect de soi-même et d'autrui. Mais le fait déjà de pouvoir rencontrer quelqu'un, même quand on délire, qui est capable d'entendre le délire sans y adhérer, mais en étant quand même capable d'accepter, de recevoir, sans vouloir changer quoi que ce soit, c'est déjà un changement. Si tu pouvais donner, mais admettons 3 conseils aux jeunes générations de thérapeutes, qu'est-ce que tu pourrais leur livrer? Beaucoup lire, effectivement, et avoir des lectures qui peuvent être très éloignées du champ strictement psychologique, psychiatrique, socio-éducatif. Se former, parce que c'est incontournable. Hein. C'est bien de pouvoir aussi faire un travail à la fois sur soi-même et d'apprendre auprès de personnes qui ont plus d'expérience que soi. Et puis, je dirais, être en contact avec les patients et les proches et l'environnement. Et on apprend aussi beaucoup. Enfin, je défends beaucoup l'idée que on s'est
absolument rejoint avec Claudine qu'à un moment donné, si on n'est pas au fond dans une attitude qui n'est pas seulement top-down, c'est-à-dire où on applique des trucs qu'on a appris, mais qu'on est bottom-up, c'est-à-dire où quelque chose va émerger de la rencontre dont on va pouvoir dire après coup, ah oui, ça, tiens, ça ressemble à ci ou à ça. Donc voilà peut-être les trois. Et dans le lire beaucoup, est-ce qu'il y a des ouvrages que tu pourrais conseiller? Affinité personnelle. Oui. Affinité personnelle. Je me garderais bien de dire. Et toi, tu as des ouvrages comme ça qui t'ont significativement marqué, qui peuvent être, comme tu l'as dit, en dehors du champ d'application de la psychologie, que ce soit des romans ou je sais pas, d'autres styles de littérature qui t'ont marqué, qui ont été très importantes. Oui, beaucoup de choses. Il y a Montaigne. Ouais. Il termine les essais par aussi haut que vous soyez assis sur un trône, vous n'êtes jamais assis que sur votre cul. J'ai lu une grande partie de la Comédie humaine de Balzac, Stendhal, enfin bon. Mais peut-être que les auteurs contemporains qui m'ont le plus marqué et qui ont un rapport avec ce dont nous parlons, c'est Joyce. Alors Joyce, Jean de Dublin, Portrait de l'artiste en jeune homme, et surtout, alors Ulysse. Et je me suis passionné de Finnegans Wake. Et Finnegans Wake, j'ai essayé d'en traduire le tiers à peu près, ça m'a pris 7 ans, pour essayer de faire une retranscription en français de ce que ça pourrait donner en anglais. Et ça, c'est fascinant. Ça m'a passionné, et puis ça a quelque chose à voir. Il avait une fille qui avait des troubles schizophréniques, mais enfin, pour moi, sa pensée est une ouverture sur l'univers humain. Enfin, il y a un mélange d'une cinquantaine de langues dans Finnegans Wake. Ça se voit dans les livres que tu as écrits, notamment dans l'encyclopédie, un vrai érudit. On voit à quel point tu as lu énormément. Et quelle place aujourd'hui la lecture et l'écriture occupent dans ton quotidien? Si on doit se représenter les choses, vraiment cette notion d'érudition, la lecture et l'écriture dans ton quotidien, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, tu sais, j'ai avancé en âge, je lis beaucoup moins, je laisse reposer les choses, je réfléchis, enfin, je prends plus mon temps. Mais quand j'étais pris comme ça dans la curiosité, enfin, je pense la curiosité et puis la musique aussi, en travaillant des œuvres de compositeurs contemporains, ça m'a aussi permis de me sortir de moi-même, enfin peut-être de me sentir plus à l'aise en contact avec des gens qui avaient de grandes souffrances, enfin. Et est-ce que tu vois des parallèles entre la musique, et le piano notamment, mais ta passion pour la musique, et la thérapie? Est-ce que, même j'imagine dans ton esprit, est-ce que des ponts se créent entre les deux? Oui. Je pense que en matière de ce qu'on appelle le non-verbal, c'est-à-dire que même la vocalisation de la parole, enfin c'est tout un univers où il y a une dimension musicale. Alors le parler-chanter qu'a développé Schoenberg, c'est une mission impossible. Hein. Quand on chante, on parle pas. Quand on parle, on chante pas. Hein, mais et en même temps, il y a toute une dimension de l'harmonie, du contrepoint, enfin et des rythmes. Et tout ça, je crois que j'y suis extrêmement sensible, plus que par le contenu des mots, souvent. Oui. C'est-à-dire, il peut se passer des choses, justement, dans l'interaction humaine, où plein de phénomènes nous circulent, en grande partie à notre insu. Enfin, je suis personnellement convaincu qu'il y a une grande partie de ce qu'on appelle la thérapie dont la nature et la substance nous échappent. Parce que justement, ça passe par des processus qui sont plus des processus présentationnels que représentationnels. Souvent, moi, je suis sensible pour des gens comme ça qui viennent en grande détresse, de voir comment ils repartent. Enfin, s'ils se sentent un peu plus en sécurité, c'est déjà immense. Enfin,
Et il y a plusieurs décennies de ça, tu as fondé la Société française de Oui. thérapie familiale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette épopée, comment les choses se sont créées au début, et puis comment ça a évolué avec le temps? Ben, au début, ça a été très compliqué parce que Jean-Claude Benoît avait essayé de fonder une société ou d'association de thérapeutes familiaux. Mmh. Le problème, c'est que ces associations étaient constituées de professionnels qui n'étaient pas tous forcément dans un projet de vie qui était lié à la thérapie familiale. Mmh. Et donc ça a entraîné toute une série de conflits, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, et puis j'ai vu l'EFTA, j'ai fait partie des membres fondateurs aussi de l'EFTA, mais je me suis dit, ce serait bien d'essayer de faire une société savante avec les principales figures de la thérapie familiale de France. Et on a fait un an comme ça de présentation du travail et des réflexions des uns et des autres. De Robert Negurger, Sylvie Angèle, Bernard Prieur, Jacques-Antoine Malarévix, enfin, et j'en oublie, hein, on était... Bon. Alors on s'est rendu compte qu'on avait tous des parcours extrêmement différents, qu'on pensait tous très différemment, mais que ça pouvait avoir la peine de réunir les gens qui ont comme ça Des visions très différentes. des visions très très différentes. Oui. Et des façons de faire très très différentes. Oui. C'est un peu là-dessus que les choses se sont mises en place. Et tout au long de ta carrière, tu as continué à travailler dans les institutions et à côté de ça avec une pratique privée. Oui. Et là aujourd'hui, du coup, tu continues la pratique privée Oui. avec principalement des familles ou tu peux recevoir aussi des couples, des individus? Patients, thérapie personnelle, couple, alors des personnes qui viennent pour le couple ou qui viennent en couple, mais pas, enfin, là aussi, on pourrait décliner des tas de façons de venir sans forcément que ça définisse la nature des choses. Et je reçois des familles ou des sous-systèmes familiaux et quelques situations comme ça de patients qui ont des très, très gros troubles chroniques et dont les proches restants continuent à être très intéressés par avoir des rencontres. Enfin, ce que j'ai découvert, c'est que l'unité de mesure d'évolution, je ne parle pas de changement, dans ces situations, c'est le quinquennat. Si on veut mesurer ça au mois ou à l'année, ça ne sert à pas à grand-chose. Toutes ces différentes approches, quand tu es avec les gens, avec l'influence bien sûr, j'imagine, de l'approche psychanalytique et des approches plutôt systémiques et de l'éthologie, comment est-ce que tout ça s'imbrique, se mêle dans ta pratique? Ben, en oubliant tout ça, puis en rencontrant les gens. Parce que il est très rare que des personnes viennent pour qui correspondent exactement à un modèle Bien sûr. déjà établi. Donc, il faut faire avec les moyens du bord. Et je travaille avec les moyens du bord, fussent-ils très limités. Ça me fait penser à une anecdote quand tu dis les moyens du bord fussent-ils si limités. Il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé un directeur d'un institut de formation dans le sud de la France qui s'appelle Bernard Filleul et qui raconte une anecdote avec toi. Il y a plusieurs années de ça, il était encore jeune praticien et il se retrouve dans un congrès de l'EFTA, je ne sais pas lequel, hein, si c'était Paris, Athènes ou autre. Il se retrouve à déjeuner avec toi à midi et il raconte comme quoi il était assis à côté de toi, il était impressionné et il avait comme ça une situation d'une famille qui lui prenait la tête ou à l'hôpital, il y avait un patient qui était psychotique avec vraiment des décompensations extrêmement importantes et puis il n'arrivait même pas à l'amener jusqu'à son bureau au début. C'est-à-dire qu'il fallait aller le chercher dans l'aile particulière là où il était et ne serait-ce que le trajet pour l'amener à son bureau pour qu'il puisse le voir avec sa mère, c'était impossible. Il explosait sur le trajet.
mois après mois, il a réussi à l'amener de plus en plus près, jusqu'à l'amener dans son bureau, et à ce qu'il passe 10 minutes avec sa mère à discuter. Il disait, mais je ne sais pas quoi faire. Et il dit qu'à ce moment-là, tu lui as dit quelque chose qui était une révélation pour lui, où tu as repris tout ce qu'il a dit. Il dit, si je comprends bien, impatient, psychotique, extrêmement délirant, vous réussissez à le mettre 10 minutes tous les 15 jours avec sa mère, mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Et cette phrase dans son esprit a été libératrice pour tout le reste de sa carrière. Comme quoi, voilà, il y avait cette idée que on fait ce qu'on peut. Et ce qu'on peut, avec les moyens du bord, peut être très pertinent pour les personnes qu'on accompagne sans forcément qu'il y ait besoin de tout intellectualiser et de se voir être en train de produire un effet. Et de vouloir forcer le changement. Je me suis rendu compte en psychanalyse que je commençais à changer parce que j'étais assuré que je resterais toujours la même personne, que je resterais le même. Enfin, déjà dans Pinel, il y a des choses extraordinaires qu'il avait remarquées, hein, que l'attitude de la femme de Jean-Baptiste Pussin, le surveillant-chef en quelque sorte, elle-même avait une attitude incroyablement aidante avec les patients. Le fait de pouvoir leur donner le sentiment qu'on peut entrer dans leur vue et qu'on puisse leur impulser quelque chose dont ils pensent que ça vient d'eux-mêmes. Et si tu pouvais, comme ça, retourner à n'importe quel endroit du temps, rencontrer quelqu'un... Montaigne. C'était très impressionnant. Il avait une vision sur les autres civilisations, sur... Enfin, voilà, Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi en la compagnie de Jacques. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.